Alors, on pourrait dire que c'est des types de médiation qui sont très différentes entre créer des liens sociaux, faire l'interface dans une logique politique, dans une logique de débat public, résoudre des conflits, transmettre des informations, faire partager les résultats de la science, en discuter, décider des directions dans lesquelles on va se diriger scientifiquement ou techniquement parlant. Et pourtant, je pense que tout ça est lié, et ça peut être lié à travers le concept de reliance, donc, qui a été développé à partir de 1963 par un sociologue qui s'appelle Roger Cloos, dans son livre « Les Nouvelles », où il définit la reliance et le besoin de reliance comme un besoin psychosocial de se relier à une communauté plus large et comme une réponse à l'isolement. Alors lui, il voit les nouvelles, donc à travers la radio, les journaux, comme la résolution, la solution de ce besoin psychosocial de reliance. C'est là aussi qu'on voit que la médiation, c'est toujours aussi une remédiation, c'est-à-dire ça intervient toujours dans un contexte de crise comme une solution qu'on va pouvoir proposer, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas la reliance ou la médiation comme une liance originelle, comme une communauté qui serait organique d'emblée, mais comme une réponse justement au besoin qu'ont les hommes de se relier les uns aux autres. Alors, cette reliance, elle a été ensuite, c'est une notion qui a été un peu abandonnée dans le champ sociologique après ce livre, et qui a ensuite été récupérée à partir des années 70, en 75, par Marcel Boldebal, donc qui est un sociologue belge, et qui a travaillé avec cette notion, notamment dans le cadre d'un projet de recherche belge sur l'appartenance sociale et le lien social en Belgique, donc qui a duré 5 ans, de 75 à 80. Et il lui a donné une profondeur conceptuelle très intéressante. C'est-à-dire qu'il l'a utilisé dans son travail et il l'a précisé comme, je cite, « l'acte de relier ou de se relier, la reliance agie, réalisée, c'est-à-dire l'acte de reliance, et le résultat de cet acte, la reliance vécue, c'est-à-dire l'état de reliance. » Donc ce qui est intéressant dans le lien et dans la médiation, c'est que c'est à la fois l'état de ce qui est relié, mais ce qui est aussi reliant. C'est l'institué et l'instituant. Donc il faut penser les deux en même temps. Donc alors, il va déterminer plusieurs types de... il va déterminer plusieurs critères qui permettent de penser, plusieurs propriétés qui permettent de penser la médiation et que je vais évoquer rapidement ici. Donc il faut penser le processus qui institue ces médiations, donc la création, le système de médiation en lui-même qui relie les acteurs entre eux, donc il faut penser la création et la structure, et puis il faut penser également le produit et le résultat de cette médiation, c'est-à-dire la nature des liens qui se sont créés. Alors, pour lui, il y a différents types de médiation. Il va y avoir la médiation avec son environnement naturel, la médiation entre une personne et les différentes instances de sa personnalité, donc la reliance psychologique, entre une personne et un acteur social individuel ou collectif, donc ce qu'il appelle la reliance psychosociale. C'est l'origine de la reliance, c'est la relation entre une personne et un acteur social individuel ou collectif. Et puis, il va falloir penser aussi... alors je passe parce qu'après c'est un peu compliqué puis ça nous éloigne de... Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant par rapport à notre journée, c'est justement cette notion de reliance, donc du système reliant, qui va être ensuite repris par Edgar Morin dans le 6e tome de sa méthode, donc sur l'éthique, comme un impératif de reliance. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que par rapport à ce que dit Marcel Boldebal, c'est-à-dire la reliance, c'est un lien entre au moins une personne et un système de médiation, donc d'autres personnes ou une institution. Edgar Morin, lui, il va vraiment étendre cette notion de reliance en l'appelant la reliance généralisée, et il va l'étendre aussi sur le lien entre les connaissances, entre les individus et les connaissances, entre les différentes institutions. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet aussi de penser la médiation de manière beaucoup plus large. Et par exemple, c'est ce qui nous permet de penser aujourd'hui des phénomènes de savoir expérientiel, comme par exemple le collectif Ding Dang Dong, qui c'est un phénomène assez complexe parce que finalement, c'est autour de la maladie d'Huntington, ça revient à créer une communauté et à faire du lien social
autour de la réappropriation des connaissances. Donc le lien entre les connaissances autour d'une maladie qui se fait par les savoirs expérientiels des personnes atteintes de cette maladie. Donc ça permet de penser ce phénomène qui est un phénomène finalement complexe. Donc passé cette introduction de la journée et cette idée très intéressante de reliance pour aborder ce que c'est que la médiation, j'aimerais aborder les états généraux de la bioéthique et vous donner quelques pistes pour essayer de penser l'éthique, donc la démarche éthique, comme le milieu dans lequel peut s'épanouir le débat public. Voilà. Donc tout d'abord, le premier constat, c'est de dire que les états généraux de la bioéthique qui ont été organisés au premier semestre 2018 ont été assez novateurs dans ce domaine-là, puisqu'ils ont été organisés par le Conseil, par le CCNE, donc le Conseil consultatif national d'éthique, ce qui n'était pas le cas précédemment, puisque dans les précédentes éditions des États généraux de la bioéthique, c'était organisé par le ministère de la Santé, le Conseil d'État, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et le CCNE. Voilà, c'était vraiment en coordination. Donc là, pourquoi est-ce que le CCNE, dans la loi de 2011, a été chargé d'organiser ce débat public? Donc moi, j'y vois l'idée de mettre l'éthique au centre du débat public, donc la démarche éthique. Alors, pourquoi mettre la démarche éthique au centre du débat public? Parce que justement, on part du constat de cette crise de la médiation donc, et de l'idée qu'il faut renouer un lien rompu entre la science et la société, clarifier collectivement les tenants et les aboutissants de sujets complexes et de procéder démocratiquement à une consultation de la société civile. C'est aussi l'idée de s'interroger sur les finalités et les fondements de nos actions à travers cette question que posait le CCNE en introduction de ces états généraux. Quel monde voulons-nous pour demain? Et ça, c'est la question à proprement parler éthique, c'est-à-dire qui nous permet de trouver une intelligence du réel, une intelligence de ce que nous voulons faire ensemble. Alors, c'est assez drôle parce que justement, Joan Tronto définissait ainsi les choses, l'éthique autour du lien et autour du fait de se relier et de trouver une intelligence au monde. Donc elle dit « Au niveau le plus général, nous suggérons que le CARE », donc c'est une théoricienne du CARE, « au niveau le plus général, nous suggérons que le CARE soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. » Donc moi je vois dans cette activité, dans ce fait de relier les connaissances, de nous relier à nous-mêmes, de nous relier à notre environnement et aux autres, cette tentative du CCNE d'utiliser la méthode éthique pour organiser le débat public. Alors, pour autant, on va étudier un petit peu, je vais tracer quelques lignes rapides de la manière dont l'éthique a été interprétée, a été utilisée lors de ces états généraux de la bioéthique. Alors, il y a plusieurs figures, on va dire, de l'éthique qui ont été présentées lors de ces états généraux de la bioéthique, et c'est intéressant de les étudier en elles-mêmes pour voir un petit peu concrètement comment les choses se sont passées. Alors, la première figure de l'éthique que j'ai identifiée lors de ces états généraux de la bioéthique, c'est ce que j'ai appelé l'éthique maïeutique, c'est-à-dire l'éthique comme produit final d'une expertise. Alors, quand on lit le rapport du CCNE, on se rend compte que l'une des dimensions de ces états généraux de la bioéthique, c'était de procéder à une grande consultation, à une étude, on va dire, des points de vue des citoyens, des uns et des autres, sur les différents sujets qui étaient en débat, donc l'intelligence artificielle, la procréatique, la génétique, la fin de vie et d'autres sujets de ce type. Et donc, on lit dans le rapport, « Le CCNE a donc pour mission, ces prochains mois, de recueillir de la façon la plus objective possible l'ensemble des avis de la société. Ce n'est néanmoins pas un simple exercice de sondage auquel va se livrer le comité, à dénombrer les pour, les contre, les anti, les pros, les sans opinion. L'enjeu est ici de savoir avant tout les raisons qui motivent ces positions. » Donc,
moi, justement, j'y vois un peu une logique de sondage, alors sondage qualitatif, si on veut, sondage pour voir dans la population quelle est la cartographie des opinions sur un sujet, quelles sont les valeurs qui sont en jeu sur un sujet comme l'intelligence artificielle, par exemple. Alors, l'idée de cette logique de cartographie ou de sondage, c'est évidemment qu'un expert va pouvoir poser des questions, pouvoir évaluer, pouvoir essayer d'extraire des participants la substantifique moelle de leurs idées, essayer de faire naître ces idées et d'extraire les valeurs qui sont en jeu, et ensuite de les analyser. Donc l'expert est au centre de cette démarche. Et c'est ce qui peut être perçu comme décevant dans le cadre d'une consultation publique, où justement l'idée c'est aussi de pouvoir faire du débat public à proprement parler. Donc là on ne parle pas de débat public, et c'est ce qui peut paraître effectivement faible dans l'idée d'une concertation, de ce qu'on a appelé une grande concertation. Alors c'est pour ça que le CCNE lui-même a complété cette démarche par une deuxième démarche que j'appelle l'éthique procédurale en vue du consensus. Donc l'éthique conçue comme un système de médiation qui relie les différents acteurs entre eux et qui va permettre de créer un dialogue, qui va permettre de créer du débat. Donc cette éthique de la discussion et de l'échange, donc là je cite le CCNE, donc éthique de la discussion et de l'échange, invite les citoyens à exprimer leurs opinions et à discuter ensemble selon les règles et les principes d'organisation du débat. Alors c'est ce qui a été pensé dans l'éthique de la discussion d'Habermas notamment, par Habermas et par d'autres, mais c'est vraiment ce qui a inspiré le CCNE dans cette démarche-là. Et donc le CCNE a mis en place une série de procédures visant au bon déroulement des débats, donc la diffusion d'informations sur le site internet des États généraux, une procédure de contribution sur la plateforme en ligne, la mise en place d'un comité citoyen chargé de suivre la consultation et de donner son avis sur la méthode, et puis la nomination d'un médiateur qui puisse répondre aux différentes questions et réclamations qui seraient formulées. Donc une possibilité de remettre en cause la méthode de la part des citoyens qui participent. Alors, pour autant, cette éthique du consensus, cette éthique procédurale a été également remise en cause, puisque cette fois-ci sur le principe du débouché. Si on discute, si on dialogue et si on se met d'accord sur nos désaccords ou d'accord sur nos accords lors du débat, comment est-ce qu'on va faire remonter ces informations? Comment est-ce qu'elles vont être prises en compte par les autorités publiques? Comment est-ce qu'elles vont s'incarner dans le texte de la loi, et lors des débats parlementaires. Voilà. Donc on a eu de nombreux débats lors des différentes sessions des États généraux de la bioéthique que nous avons organisées sur ce thème-là, où il y a des personnes qui dans la salle nous disaient mais à quoi ça sert finalement ce qu'on est en train de faire? Quel est l'objectif? Comment est-ce que vous allez faire remonter ces informations? Comment ça va se passer et comment ça va être intégré in fine dans la loi? Alors, les porteurs de cette parole définissaient davantage une éthique, se situaient davantage dans une éthique qui n'est pas une éthique procédurale, mais une éthique beaucoup plus substantielle. C'est-à-dire qu'en gros, pour eux, l'éthique était la définition du bien, et ils venaient défendre ce bien dans les débats. Donc là, on ne conçoit pas du tout l'éthique comme un milieu, mais l'éthique comme une propriété d'une communauté, un certain nombre de principes que nous, à l'espace éthique, on appellerait plutôt des principes moraux, alors que l'éthique, c'est plutôt la réflexion sur la morale. Alors, voilà, on a vu beaucoup d'acteurs comme ça se situer dans cette démarche qui, finalement, relève moins de l'éthique telle que nous l'entendons que de l'énonciation d'une morale appartenant à une communauté particulière, une communauté d'opinion, une communauté religieuse, une communauté philosophique ou autre. Voilà. Donc on voit effectivement que là aussi il y avait une sorte de frein qui faisait que c'était un frein pour le coup à la discussion, un frein à l'échange et un frein à la possibilité d'avoir une véritable discussion démocratique autour des sujets. Voilà.
À partir du moment où on arrive avec une vision du bien, c'est vrai que c'est difficile de partager cette conception pour essayer d'avancer davantage vers une vision de la justice partagée, de la justice en commun, surtout quand on se situe en vue de l'élaboration d'une loi. Voilà. Alors, par rapport à tous ces freins, moi j'aimerais plutôt définir une éthique comme médiation, une éthique comme lien, l'éthique comme le milieu qui permet d'exprimer les désaccords, de se mettre d'accord sur nos désaccords et d'avancer dans la discussion de manière apaisée. Alors peut-être qu'il faudrait distinguer le moment éthique du moment à proprement parler politique, c'est une hypothèse, pour ne pas se laisser enfermer dans cette idée du dissensus ou du consensus ou des résultats de la discussion de cette idée de la démocratie directe, peut-être. Moi, je pense qu'il serait peut-être aussi intéressant de distinguer, comme le fait Chantal Mouffe ou d'autres auteurs, le politique de la politique. Alors peut-être que le moment éthique ne doit pas se confondre avec la politique, c'est-à-dire le jeu des institutions, le jeu des acteurs en vue d'aboutir à une décision, mais davantage avec le politique, c'est-à-dire l'autonomie qu'on se donne nous-mêmes collectivement en essayant de nous clarifier nos idées et de créer une communauté politique à proprement parler. Et c'est là que, je vais passer rapidement là-dessus, mais qu'Hannah Arendt est très intéressante dans son article « La responsabilité collective », qui se trouve dans son livre « Responsabilité et jugement ». Voilà, donc je vous conseille de lire, c'est un article assez court, d'une dizaine de pages, où elle montre justement qu'il y a deux conceptions de l'éthique différentes, donc la conception grecque de l'éthique, et puis ensuite la conception qui est apparue lors de l'ère chrétienne. Donc elle dit, dans la sphère grecque, la question n'est jamais de savoir si un individu est bon, c'est-à-dire bon en lui-même, si son âme est bonne, mais si sa conduite est bonne pour le monde dans lequel il vit. C'est le monde et non le soi qui est au centre de l'intérêt. Donc là, pour Hannah Arendt, l'éthique et le politique, et non pas la politique, se confondent. Plus exactement, je dirais que l'éthique et le politique se superposent. L'éthique devient la condition de possibilité du politique et de la communauté politique. Alors qu'ensuite, je cite, dans le christianisme, avec la montée du christianisme, l'accent s'est entièrement déplacé du souci pour le monde et des devoirs qui lui étaient liés au souci de l'âme et de son salut. Donc, deux démarches radicalement différentes. Voilà. En tout cas, pour Hannah Arendt. Et c'est assez intéressant parce que par rapport à la citation de Joan Tronto que je vous citais tout à l'heure, on voit que effectivement, l'éthique du care, l'éthique du lien, se situe dans cette perspective grecque de resituer l'éthique comme une condition de possibilité du politique. Quand elle dit « Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. » Donc voilà, c'est l'idée du care comme maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Voilà. Alors maintenant, quelques pistes. Comment faire pour faire en sorte que l'éthique soit une médiation, c'est-à-dire au sens vraiment étymologique, le milieu du politique. Alors déjà, l'éthique, on peut la situer comme une méthode qui n'est pas comme but uniquement le consensus, mais de créer, comme va nous le présenter Jean-Claude Devez, des désaccords féconds. C'est-à-dire une manière d'apprendre collectivement à poser les problèmes, à construire les divergences, à faire dialoguer les savoirs, à prendre en compte ces savoirs, à pouvoir faire discuter entre elles différentes valeurs, différentes visions des finalités de nos actions, et de pouvoir imaginer les conséquences possibles de nos actions. Donc vraiment créer un milieu intelligent, c'est-à-dire qui permet de démêler, de discerner, de distinguer et de ressaisir les choses ensemble, c'est-à-dire de les penser ensemble. C'est-à-dire l'intelligence, étymologiquement parlant, c'est à la fois distinguer et relier et penser ensemble.
C'est d'autant plus nécessaire au moment où on connaît effectivement la disruption, l'arrivée de vagues d'innovation de plus en plus rapides et qui nous mettent un peu KO au niveau de la réflexion. Voilà, on a vu encore récemment, on discutait pendant les états généraux de la bioéthique de la pertinence de CRISPR-Cas9 et de l'intégration de CRISPR-Cas9 dans les projets de recherche et autres. Et là, on voit qu'en Chine, déjà, il y a des bébés génétiquement modifiés qui sont nés. Donc, on est déjà mis KO, en quelque sorte. Ensuite, il faut penser l'éthique comme un ethos démocratique. Je pense qu'il faudrait revenir vraiment à cette éthique des vertus sur l'ethos démocratique qui... Donc, pour revenir à l'origine étymologique de l'éthique, hein, c'est-à-dire les mœurs démocratiques, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut s'opposer sans se massacrer, comme le disait Marcel Mauss dans son essai sur le don? Comment on peut, dans la perspective de Chantal Mouffe, hein, transformer des ennemis irréductibles et potentiellement mortels en adversaires sur le terrain partagé de la démocratie? Donc, ça, c'est une question également qui est ouverte par l'élaboration de cette notion d'éthique comme condition de possibilité du politique et comme milieu partagé, milieu minimal commun partagé entre tous les membres d'une communauté politique. Et puis enfin, l'éthique doit être aussi pensée comme producteur d'un lien agissant entre des systèmes et des sous-systèmes divers, c'est-à-dire de pouvoir faire dialoguer la recherche avec la société civile, les associations entre elles, les associations avec le politique, les associations avec les chercheurs et avec les institutions comme l'espace éthique. Voilà. C'est ce que nous, on cherche à faire à l'espace éthique quand on organise des ateliers, quand on organise des réunions. On essaye d'avoir de nombreux acteurs différents qui viennent dialoguer. Et finalement, ce n'est pas si courant que ça, on s'en rend compte hein, dans le milieu même de l'éthique médicale ou de l'éthique de la recherche, de faire dialoguer ensemble sur des questions aussi complexes que la santé mentale, par exemple, des acteurs différents comme des usagers, des aidants, des psychiatres de traditions différentes, des soignants, des infirmières, des infirmiers, voilà, tout type d'acteurs qui permettent d'essayer de trouver un langage commun là où, a priori, on a vraiment du mal à le faire traditionnellement. Donc c'est cette idée de faire du lien et d'essayer de faire en sorte de pouvoir faire dialoguer des acteurs très différents qui me semble aussi très intéressante dans cette idée de faire de l'éthique le milieu, vraiment l'espèce de soupe primitive ou soupe originelle, pour reprendre l'idée physique du Big Bang, donc cette soupe primitive du politique. Voilà quelques pistes dont on pourra discuter, j'imagine aussi avec Jean-Claude Devèze, voilà, à qui je laisse la parole et qui pourra se présenter et nous présenter ses réflexions.